Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bertrand, Céline, Loïs, Gabin, venez vous installer, je vous en prie. On vous a mis... comme tous les élèves que nous sommes dans cette salle. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai un immense plaisir à vous retrouver dans cette salle. D'abord parce que vous êtes là, ensuite parce qu'ils sont là, et que pour certains, ce sont des retrouvailles, et puis pour d'autres, des jolies découvertes. Et juste pour qu'on le remercie ensemble par notre présence, les organisateurs de cette magnifique Cité de la Réussite. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, décalé, annulé, repoussé, reporté, on a connu ça. On a compris ce que c'était de prendre le temps. Aujourd'hui, je suis content que chacune et chacun d'entre vous appuie sur pause. On a certainement laissé le téléphone,
Peut-être qu'on a attaché les enfants à la cave pour être un peu tranquille aujourd'hui. On a laissé... Non, c'est pas la bonne solution. Mais en tout cas, on s'est dit qu'on allait prendre ce temps ensemble pour réfléchir, pour apprendre et se nourrir. Je vous souhaite un bon appétit. Il paraît que ça se dit pas, mais vous allez voir qu'on va se nourrir avec celles et ceux qui sont ici. Et le journaliste que je suis est d'abord un étudiant, toujours sur le tard et encore étudiant. Mais ceux qui ont préparé ce débat, on va les applaudir. C'est un panel d'étudiants qui est ici au premier rang. Vous pouvez les applaudir. Ils seront votre porte-parole. Ils vont être vos porte-parole pour poser des questions et bien sûr, je vous donnerai ensuite, après les étudiants, le micro selon le temps que l'on aura ensemble pour que vous puissiez vous aussi parler, discuter avec celles et ceux qui sont à nos côtés. Je vais d'abord leur demander de se présenter, mais de se présenter à l'aune de la thématique. Qu'est-ce que vous faites là? Il faut juste justifier que vous soyez la bonne personne au bon endroit, sinon on vous met dehors. Il faut juste nous dire si vraiment vous avez un truc à dire sur le sujet. Bertrand, je terminerai par toi. Céline, vous êtes à mes côtés. Qu'est-ce que vous faites ici dans cette salle sur cette thématique? L'occasion peut-être de vous présenter, de nous parler de vos activités autour de la philosophie. Ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Ouais, il ne faut jamais toucher les micros. Bonjour, je suis chercheuse en philosophie du travail et en écologie politique sur un auteur qui s'appelle André Gorz et qui était l'un des premiers en France à parler de la décroissance dans les années 70. Et je m'intéresse notamment aux conséquences de la décroissance sur le travail. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Travailler moins pour vivre mieux ». Je pense que ça peut vous plaire. Et à minima, on a besoin de la philosophie pour réfléchir sur ce que signifie la croissance, notamment dans le sens économique qu'on lui attribue aujourd'hui, et ce que pourrait être une décroissance joyeuse, bien loin de ce qu'on nous peint parfois. Ça promet, merci infiniment. Et peut-être qu'on aimera votre livre à la fin, si vous nous avez rendu joyeux sur les sujets. Gabin, je te laisse également te présenter, expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui. Très bien. Merci Nicolas, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, je suis responsable de la commission transition, une association appelée la Conférence Olivain. Très bonne association. Très belle association, exactement. Exactement. J'ai également été trésorier des jeunes ambassadeurs pour le climat, ce qui m'a permis d'aller à la COP25 et à la COP26. Et à mon retour en France, j'ai été élu conseiller municipal. Donc, j'ai essayé d'allier l'activité politique et associative à mon modeste niveau. Merci. Jeune ambassadeur pour le climat, vous faites quoi précisément? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a deux missions principales. L'une, c'est de représenter les jeunes Français au COP. D'accord. Voilà, en relation avec les délégués internationaux, mais aussi avec des personnalités comme Monsieur Picard, qu'on remercie pour sa présence. Et de retour en France, l'objectif est de vulgariser toutes les informations qu'on a pu acquérir en donnant des interventions du collège jusqu'au supérieur. Très bien, on aura l'occasion de te tester là-dessus sur ces sujets. Tu vas pouvoir nous éclairer sur beaucoup de choses, évidemment. Loïs, l'Institut Momentum notamment, merci d'être là. Raconte-nous. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour cette invitation qui me fait l'honneur de revenir dans cette université dans laquelle j'ai étudié la philosophie politique et qui cette fois me met de l'autre côté de l'estrade. Tu vas nous dire si on s'en sort bien. Pour le moment, je crois que ça va. Donc moi je suis assez jeune, j'ai 25 ans, j'ai été dans la coordination nationale du mouvement Youth for Climate en 2018. À cette occasion-là, j'ai présidé un réseau étudiant qui s'appelle le Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, qui est un grand réseau associatif de 150 associations. Donc à cette époque-là, j'étais dans la dynamique de la transition écologique, qui n'est pas un mot-clé de notre échange aujourd'hui, mais qui par la suite, à force de me renseigner, de faire des études sur les questions écologiques, m'a amené à tendre du côté de la décroissance, ce qui m'a rapproché de l'Institut Momentum, un laboratoire d'idées sur les issues de l'Anthropocène, dont on pourra revenir tout à l'heure sur cette notion, et qui donc voilà, m'a fait travailler sur la décroissance énergétique et sur la pensée d'un autre philosophe de la même génération que André Gorz, mais allemand, qui s'appelle Günther Anders, et qui est aussi un précurseur de la décroissance, à mon sens. Merci beaucoup. Bertrand Picard nous fait l'honneur d'être avec nous également aujourd'hui. On connaît Bertrand à travers la fondation Solar Impulse, dont il est l'initiateur et le président, l'explorateur en série qu'il est depuis tout petit d'ailleurs, parce que dans la famille Picard, c'est de grand-père en petit-fils et ça doit se poursuivre encore aujourd'hui certainement avec les nouvelles générations, psychiatre aussi, ambassadeur des technologies propres. Ça, c'est ce qu'il y a marqué sur la carte de visite. Qu'est-ce qu'il n'y a pas marqué finalement, cher Bertrand, du connaisseur de la planète que tu es et des combats que tu souhaites mener? Bonjour à tous et à toutes.
En fait, ce qui n'est pas marqué sur ma carte de visite, c'est pourquoi je suis là. Parce que Sylvain Kern m'a demandé régulièrement de venir à la Cité de la Réussite. Et je lui ai dit, écoute, cette fois, je viens, mais pas pour donner une conférence. J'aimerais un débat contradictoire. Très bien. Parce que finalement, les seules choses qu'on apprend dans la vie, c'est quand on parle avec des gens qui pensent autrement. Bien sûr. Donc je me suis dit, aujourd'hui, je fais différemment et j'essaye d'apprendre de participants qui vont probablement dire exactement l'inverse de ce que je pense. Donc ce sera extrêmement intéressant pour moi et j'espère pour vous, mais en tout cas, moi je suis venu pour apprendre. Et on va tous se payer comme ça aujourd'hui, on aura appris certainement des choses. Je vais commencer avec toi Bertrand là-dessus. Si je regarde finalement ce débat qui nous accueille aujourd'hui, croissance qualitative ou décroissance, comment développer l'intelligence écologique, je suis journaliste donc je ne connais rien. Il va falloir m'expliquer 2-3 trucs. Qu'est-ce que tu peux me dire des termes décroissance, croissance et après le concept de croissance qualitative? Comment est-ce que tu nous expliquerais chacun des mots de ce débat? La croissance, c'est ce qui augmente d'une certaine façon. La décroissance, c'est ce qui diminue d'une certaine façon. Et une fois qu'on a dit ça, on comprend que le débat sur la croissance et la décroissance est souvent un immense malentendu. Oui. Parce que qu'est-ce qu'il faut décroître et qu'est-ce qu'il faut croître? Il faut évidemment décroître et décroître urgemment, puisqu'on est aussi dans la notion de temps ici, décroître urgemment la pollution, l'inefficience, le gaspillage, la démesure. Maintenant, il y a d'autres choses qui doivent croître. L'éducation, la santé, la redistribution, la sécurité sociale, les caisses de retraite, tout ça, ça doit croître. Alors maintenant, quand on parle de décroissance et de croissance, il faut vraiment identifier la cible. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut une décroissance économique, à ce moment-là, je pense qu'on est dans un paradoxe qui est insoluble. Parce que décroître économiquement, c'est peut-être à la limite possible pour des pays riches comme les nôtres, mais 90% de la population mondiale n'a pas encore cru suffisamment pour pouvoir décroître. Sa seule aspiration, c'est d'avoir notre niveau de vie à nous. Donc c'est déjà pas possible. Si on veut décroître économiquement dans des pays comme les nôtres, il faut arriver à trouver de quoi assurer toutes les choses qui doivent croître. Avec quoi est-ce qu'on va payer la sécurité sociale? Avec quoi est-ce qu'on va payer la redistribution si l'économie décroît? C'est pour ça que je me suis dit que ce qui est vraiment intéressant quand on est dans un dilemme entre croissance et décroissance, c'est se dire que peut-être que les deux parties du dilemme ne sont pas acceptables. C'est-à-dire que d'un côté, la décroissance économique qui est prônée par certains, pour moi, va amener au chaos social, et évidemment que la croissance soi-disant illimitée, exponentielle, comme on l'a vécu depuis 50 ans, est une aberration parce qu'elle amène au désastre au désastre écologique. C'est le chaos écologique si on continue comme ça. Donc, est-ce qu'on pourrait refuser les deux parties du dilemme en se disant « je suis ni pour l'un ni pour l'autre » et prendre une troisième voie? Et cette troisième voie, c'est celle que j'aime appeler justement la croissance qualitative, parce qu'on ne va pas croître tout, on va croître économiquement. On va créer des emplois, on va assurer la redistribution économique, mais en remplaçant ce qui pollue parce qu'il protège l'environnement. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir, dans une partie de la croissance économique, quelque chose de vertueux pour l'écologie et pour l'environnement? Ma thèse, c'est que la réponse est oui. Dans le vertueux, il y a quelque chose de responsable, une croissance plus responsable derrière le mot croissance qualitative? Mais de nouveau, il faut préciser de quelle croissance responsable il s'agit. Si c'est une croissance économique responsable, oui. Maintenant, si c'est une croissance de l'éducation, de la santé, etc., ben, ça doit être maximal. Évidemment. Donc je dirais c'est responsable, mais c'est presque un devoir de croître la santé et l'éducation dans le monde. Mais est-ce qu'on peut le faire en dégageant suffisamment de développement économique pour pouvoir, en même temps, remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement? Et pour que ce ne soit pas juste une grande idée utopique, ça fait 5 ans que je travaille avec ma fondation pour identifier des solutions extrêmement précises qui permettent de faire ça. C'est-à-dire qui permettent de créer des emplois en polluant moins et même en protégeant l'environnement, en dévoilant des nouvelles opportunités, même industrielles.
Et au départ, on m'a dit que ce n'était pas possible, heureusement, parce que je trouve que c'est toujours plus intéressant d'avoir des buts impossibles, surtout quand on arrive à les atteindre. Et l'année passée, on a dépassé les 1000 solutions. On est à 1404 de ces solutions aujourd'hui. Et elles sont autant de preuves que de protéger l'environnement rapporte plus que de détruire l'environnement. Bon, ensuite, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de dire, mais j'ai promis que je n'étais pas là pour faire une conférence, mais un débat. Donc je m'arrête maintenant, je dirai la suite plus tard. Et c'est fort intéressant. Je me tourne vers Céline. Vous nous parlez tout à l'heure de Gors, notamment, et sur sa thèse, finalement, de la décroissance. On peut peut-être nous l'expliquer maintenant et voir si ça s'oppose au regard de Bertrand ou si, finalement, tout peut être complémentaire. Et est-ce qu'on peut s'entendre, en tout cas, sur ces notions-là ? Oui, merci pour ces premières analyses. Pour rappel historique, le mot décroissance, il venait aussi de justement la recherche de la croissance économique. La croissance économique, c'est quoi? C'est l'augmentation de plus en plus grande de la production chaque année, de la production économique qui est reconnue, qui est déclarée aussi, donc que ce soit par le marché privé ou par les administrations publiques. Donc ça veut dire que tout ce que vous faites de façon informelle au quotidien, quand vous faites un gâteau ou vous faites le ménage chez vous, n'est pas comptabilisé dans la croissance économique du PIB qui est rapporté par l'INSEE et qui est rapporté par les journalistes au quotidien. Et donc la critique de la notion de croissance et l'idée même de décroissance, elle vient d'abord de ce constat que l'indicateur qu'on a pour mesurer ce phénomène qu'est la croissance économique est un indicateur imparfait. Et l'idée ensuite de décroissance comme une réduction de la production matérielle et une réduction de l'usage aussi de ces ressources matérielles consommées, il est lié à un intérêt écologique, à savoir prendre en compte tout le coût écologique de notre production matérielle, parce qu'à chaque fois que vous produisez de la croissance, que vous produisez de la valeur économique, vous détruisez des ressources. Vous détruisez du travail humain, à minima, vous détruisez des ressources énergétiques, vous détruisez des ressources matérielles que vous allez peut-être pouvoir ensuite transformer ou autre, mais à minima, vous les détruisez. Donc, dans ce processus de production, il y a toujours une part de destruction. Et la critique écologique envers l'obsession de la croissance, elle venait déjà prendre en compte ces limites-là. Mais bien sûr, l'idée, c'était, dans ce contexte particulier aussi, de prise en compte des enjeux écologiques, des impacts écologiques de notre croissance, que nos indicateurs ne mesurent pas. Tout le problème aujourd'hui, c'est qu'on est obsédé par cet indicateur qui est le PIB, oui. parce que c'est un indicateur facile à utiliser. Vous pouvez ouvrir le journal télévisé en disant que la croissance a connu un rebond. Vous avez un chiffre à donner. Comment on mesure la croissance qualitative? En fait, tout le problème, c'est la mesure des aspects qualitatifs plutôt que d'une simple valeur quantitative. Et c'est pour ça qu'on a cet indicateur complètement imparfait, donc on comprend bien les limites, mais on ne cesse de parler de lui parce qu'on n'a pas autre chose à dire, finalement. Merci pour ce regard, Bertrand, bien sûr. Si c'était ça, je serais décroissant. Mais en fait, le paradigme qui est utilisé, quand vous expliquez les choses comme ça, c'est que le développement économique est forcément lié à l'augmentation de production. Et c'est ça qu'il faut découpler. C'est qu'aujourd'hui, ce fameux PIB, toutes ces créations de richesses, sont liées à une augmentation de la production, une augmentation de la consommation, donc une augmentation du gaspillage, des déchets et de la pollution. Et ça, c'est évidemment une voie totalement sans issue. Je suis totalement d'accord avec vous. Ma thèse, c'est qu'on peut découpler le développement économique et la production pour coupler le développement économique à l'efficience plutôt qu'à la production. C'est-à-dire, l'efficience, c'est quand on a besoin de moins de ressources et de moins d'énergie pour arriver à un résultat meilleur. Donc en fait, il faut créer de la valeur, de la richesse, du pouvoir d'achat, de la qualité de vie, mais justement en arrivant à gagner plus quand on produit moins. C'est ça l'efficience. Il y a des modèles énergétiques comme ça qui sont assez intéressants. Quand vous voyez Engie qui investit chez des clients pour isoler leurs bâtiments, pour moderniser leur infrastructure de production, pour que le client consomme moins. Alors évidemment, un vendeur d'énergie qui aide le client à consommer moins, ça paraît paradoxal. Sauf si on comprend que l'efficience, ça rapporte, il y a une marge à la fin.
bénéficiaire, puisqu'on a gaspillé moins, on va gagner plus, et Engie partage avec ses clients l'économie financière produite par la baisse de la consommation. Donc c'est un modèle économique que je trouve extrêmement prometteur, parce que moins on vend, plus on gagne. Donc ça permet d'assurer le fonctionnement économique du pays et de tous les besoins sociaux, mais en utilisant beaucoup moins de production. Pour moi, ça c'est un exemple de découplage entre le PIB et la production qui permet cette croissance qualitative. Loïs, est-ce que ça répond à ce que vous connaissez, vous, justement, de cette thématique sur la décroissance, et notamment avec la figure allemande dont vous nous parliez aussi tout à l'heure? Je vous laisse répondre là-dessus. Oui, du coup, pour aussi présenter ce que moi je définirais comme décroissance, et du coup ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est qu'on se rend compte que la décroissance est un mot valise qui regroupe beaucoup de pensées différentes et qui viennent de différents endroits. Et donc j'aimerais bien vous faire un tout petit point historique pour qu'on comprenne d'où vient cette décroissance, le mot, et pourquoi aujourd'hui on a cette discussion ensemble. Après tout, il y a peut-être 2 ans, on n'aurait pas eu cette discussion sur la décroissance. Ça aurait été peut-être d'autres notions qui auraient été en jeu. Depuis donc à peu près un siècle, il y a des scientifiques, notamment des écologistes, qui alertent sur la dégradation de l'environnement. Ça n'a pas eu beaucoup d'écho jusqu'aux années 60-70, où on a eu différents ouvrages assez connus, notamment le Silent Spring, les printemps silencieux. Il y a eu aussi le rapport Meadows qui pointait le fait que notre civilisation thermo-industrielle, donc technique telle qu'elle est, n'était pas durable en l'état, y compris avec une certaine marge d'innovation technologique, et qu'elle devrait décliner, peut-être même s'effondrer, au cours du XXIe siècle. Cette pensée-là était aussi celle qui a donc été le ferment d'André Gortz ou de Gunther Anders à une époque où ils ont pris la chose de manière différente, mais qui était quand même une grande critique de la société industrielle et productiviste. Au même moment, donc dans ces années 60-70, il y a eu la création du mot décroissance. Alors, à la fois chez André Gortz, mais aussi chez un économiste très connu qui s'appelle Nicholas Georgescu-Roegen, américain, et qui constatait par des principes physiques de la thermodynamique qu'une croissance dans un monde fini était totalement insoutenable. Et donc là, on est dans les années 60-70, puis après, on a vu le développement durable arriver dans le débat public. Et c'était une époque, les années 80-90, dans laquelle le mot décroissance a plus ou moins arrêté d'exister. L'écologie radicale, c'est elle aussi plus ou moins a été entre guillemets sous les radars médiatiques et de l'espace public jusqu'aux années 2000, où face entre guillemets à l'échec des promesses du développement durable qui étaient constatées par le début et vraiment le début des preuves très très robustes et indiscutables sur le changement climatique, la question de la décroissance est revenue comme un mot au but dans l'espace public en disant « Regardez les promesses du capitalisme libéral, le développement durable qui plus tard est devenu la croissance verte ou la transition écologique aujourd'hui ne fonctionnent pas. » C'est-à-dire qu'objectivement, historiquement, on n'a jamais réussi à infléchir les dégâts environnementaux qu'on faisait, c'est même l'inverse. Plus le temps passe, plus on nous parle de transition écologique, de développement durable, de croissance verte, etc., plus les pollutions et le réchauffement climatique accélèrent. C'est-à-dire que c'est même pas ça ralentit, c'est-à-dire que ça accélère. Et là-dessus, donc vient dans le débat public le mot de la décroissance comme un mot obus visant à susciter un grand débat. Ça a bien marché dans les années 2000, c'est un peu retombé, et on en parle aujourd'hui, à mon sens, parce qu'il y a eu depuis la perspective catastrophiste. C'est-à-dire en 2015 notamment, mais par des travaux antérieurs donc de Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, qui est à l'Institut Momentum, là où que j'ai dirigé, mais aussi, surtout, peut-être vous connaissez donc Pablo Servigne et Raphaël Stemmes qui ont écrit l'ouvrage « Comment tout peut s'effondrer » en 2015, qui est à l'origine de la collapsologie, et qui, n'étant pas décroissant officiellement, a ramené dans l'espace public et dans notre imaginaire, notamment de l'avenir, la perspective des catastrophes. Et face à cette perspective des catastrophes et à un assombrissement de l'avenir, la sortie politique qui était la plus prête à être mobilisée face à ce constat, ça a été la décroissance. Mais la décroissance formulée comme quelque chose d'inévitable au regard de la trajectoire apocalyptique qui est la nôtre, et qui donc, et le choix n'est plus, est-ce qu'on peut faire une croissance optimale ou alors une croissance non optimale, est-ce que c'est le chaos ou est-ce qu'on organise une décroissance pour préserver les droits humains, pour répartir la richesse et augmenter la qualité de vie, tout en assumant effectivement une diminution de la production et de la consommation matérielle. Est-ce que
À ce moment-là, expliquez-moi l'utilisation des mots que vous nous proposez là. Vous nous parlez d'apocalypse, de chaos, de catastrophisme. Est-ce que c'est un langage qui vient sur le tard pour nous réveiller, etc. Est-ce que vous avez un gourou, et je fais exprès de provoquer évidemment, mais il y a un gourou qui se dit, bon les gars, ils pompent rien sur Terre, allons-y, on les fait flipper, parler d'apocalypse, vous allez voir, ils vont signer des pétitions. En clair, ça vient d'où à un moment? C'est notre manque de prise de conscience? C'est vous qui êtes des extrémistes du langage en vous disant, bon, nous on veut y aller parce que ça nous triture, etc. Racontez-moi. Alors, il y a du coup l'origine de ce discours catastrophiste, hein. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ce que je fais là aussi, je vous le montre en le disant. Ça vient des années 60-70, de l'origine de l'écologie politique d'André Gorz, de Gunther Anders, notamment, mais aussi d'autres comme Ivan Illich. Là où je veux vraiment répondre à votre question, c'est que Gunther Anders, lui, il a pensé la stratégie du discours catastrophiste. Il s'est dit, face aux événements gravissimes, comme par exemple la perspective d'une guerre atomique, qui sont minimisés dans l'espace public. On n'en parle pas, parce que c'est tellement immense. Ça signifierait en fait la destruction d'une grande partie de la vie sur Terre, y compris de l'humanité. Il s'est dit que face à ces grands dangers existentiels à l'échelle de l'espèce ou du vivant, il fallait exagérer et arriver dans le débat public en rappelant constamment le risque extraordinairement grave auquel on fait face. Donc lui, il le faisait pour la bombe atomique. D'accord. Nous, aujourd'hui, c'était son époque, les années 60-70. Ouais. Nous, aujourd'hui, et c'est pour moi le geste de la collapsologie, c'est de le faire à nouveau sur la question écologique. L'exagération. C'est une exagération, mais de la même manière que, par exemple, le biologiste va vouloir observer sa cellule. C'est-à-dire avec un microscope. C'est une exagération pour arriver à une vérité qu'on a du mal à accepter, à discerner, à prendre en compte dans l'existence qui est la nôtre, dans notre système économique, notre vie sociale, nos familles, etc. Bertrand, c'est important, cette notion en fait d'art oratoire sur la manière d'expliquer les choses. Toi, t'es pas du tout là-dedans. Picard, il est sympa, il est souriant, il va nous raconter des trucs horribles, mais de manière un peu sympathique. Et comme t'as la tête du gendre idéal et que tu viens nous raconter des trucs que j'ai observés depuis mon ballon, depuis mon tour du monde, et je viens pas vous faire flipper. C'est flippant, mais je viens pas vous faire flipper, je viens de manière constructive. Qu'est-ce qui t'oppose finalement à ces gens-là qui, eux, sont dans une rhétorique à l'opposé? Écoute, Nicolas, j'espère que je vais pas trop te surprendre, mais je suis moins modéré que Loïc. Ah bon? T'es pire que... Pour ça, je pense que la situation est effectivement catastrophique. Bien sûr. Je pense que ce n'est pas, de l'art oratoire. C'est pas qu'on exagère quelque chose. La situation est catastrophique. Mais une fois qu'on le dit, peut-être que ce qui nous différencie, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y en a beaucoup qui crient problème, problème, problème. Et c'est important. Mais c'est important que si d'autres crient solution, solution, solution. Parce que les problèmes, on doit les résoudre. Aujourd'hui, on parle de l'éco-anxiété comme un des gros problèmes psychiques de notre temps, mais ça vient du catastrophisme sans solution. Donc, on devrait collaborer encore plus. Toi, tu arrives avec le catastrophisme, moi je viens avec les solutions, et peut-être que les gens nous écouteraient et agiraient. Bien sûr. Si on peut leur réserver une chambre d'hôtel, s'il vous plaît, ce soir. Une petite précision peut-être. Oui, bien sûr. Céline et Gabin ensuite. Une petite précision sur l'inaction, et ça va faire le lien avec Gabin aussi. C'est que les gens n'ont pas juste peur d'un catastrophisme sans solution. On est aussi dans une situation politique où il n'y a pas de solution mise en place et où notre président fraîchement réélu a été condamné pour inaction climatique. Donc c'est pas uniquement qu'on ne voit pas de... Est-ce que c'est l'État français en général depuis des décennies qui est condamné à travers ça finalement? Ah oui, est-ce que c'est Macron qui, avec une baguette magique dont vous pensez qu'il peut l'avoir, aurait dû transformer la planète en 4 ans, en 5 ans? Ou est-ce que finalement cette condamnation, c'est pas lui et puis tous ceux qui ont précédé, et finalement derrière eux, nous tous qui nous planquons derrière ces salauds de présidents, mais c'est quand même nous qui avons les présidents qu'on mérite, et c'est nous qui sommes aussi dans l'inaction chez nous, le cul dans un canapé. Mais à minima, l'État s'engage sur des traités, ce à quoi servent les COP, et peut-être que Gabin va nous en parler aussi. Donc je pense que l'enjeu, c'est en effet les solutions individuelles et économiques des acteurs économiques, et comment les acteurs économiques peuvent aussi dépasser l'objectif de croissance qu'on constate chaque année. C'est à ça que servent les bilans annuels de production d'une organisation. Oui. Et comment aussi, à une échelle politique, on peut mettre les choses en place de façon très rapide. Pendant le confinement, on a arrêté le trafic aérien, les émissions de gaz à effet de serre ont radicalement baissé pendant le confinement. Bien sûr.
on a appuyé sur le bouton pour arrêter la machine. Gabin, pour répondre à ce sujet, ensuite Loïs, pardon. Oui. Alors, au risque de vous surprendre, je suis d'accord et pas d'accord avec vous tous. Je vais m'expliquer. C'est quand on voulait un vrai bordel sur scène, je suis déçu, terrible. Vous avez bien fait de venir. Alors, j'ai été très intéressé par vos premiers propos et ça m'a rappelé un auteur qui est Charles Seaman, puisque tout le monde y allait de sa petite référence, qui a rédigé... Vous pouvez inventer n'importe quel auteur, ça passe toujours, parce que les gens dans la salle, de peur de dire qu'ils connaissent pas, ils disent mais bien sûr. Mais on recommande. Et qui a écrit The Wizard and the Prophet. Bien sûr. Et qui parlait justement de l'usage de la science pour proposer un projet de société en vue notamment des crises environnementales. Oui. Et donc ce qu'il expliquait, c'est que globalement le débat public était divisé entre les wizards, les sorciers, qui promettent des technologies dont on ne connaît ni la substance, ni la date de sortie, ni l'efficacité, pour résoudre ces crises. Et de l'autre côté, des prophètes qui appelleraient justement à la catastrophe et qui paralyseraient finalement l'action. Ceci étant dit, je pense que une troisième solution peut-être, pourrait être à trouver entre ces deux grands côtés, si j'ose, avec d'un côté le fait qu'il faille trouver des solutions, comme M. Picard le disait, c'est extrêmement important, mais en même temps, rester réaliste et alerte et ne pas se perdre dans des rêves technophiles. Et j'espère qu'on pourra revenir notamment sur la faisabilité technique d'un projet de croissance qualitative, puisque l'on voit aujourd'hui que nous sommes encore à la croisée des chemins entre décroissance subie ou peut-être croissance qualitative bientôt, et on fait déjà face à des manques de matériaux ou même de minerais, par exemple. On pourrait prendre le secteur des transports comme seul exemple. Donc je pense que c'est des questions qui sont extrêmement importantes et qui devraient transcender le catastrophisme d'un côté et l'idéalisme de l'autre. Voilà, les premiers éléments. Merci. On va laisser la parole aux étudiants qui ont préparé des questions pour vous et qui vont pouvoir venir là-dessus. Bertrand, vas-y. Répondre à Céline, parce que c'est un exemple intéressant. Le confinement a effectivement baissé en moyenne dans le monde les émissions de carbone d'à peu près 4%. À quel prix? C'est ça qu'il faut voir. À quel prix humain, à quel prix sociétal? La France s'est endettée de centaines de milliards pour pouvoir assumer les compensations financières chez les gens qui n'avaient plus de travail, pour pouvoir maintenir des entreprises à flot, pour pouvoir éviter des faillites, etc. Mais ce prix-là, il est colossal à payer. Pour 4% de moins de CO2, on peut ruiner un pays, ou ruiner un continent, ou ruiner une économie. Donc je pense que ça montre vraiment, dans cet exemple-là, que ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Que si on veut baisser les émissions de CO2, il faut arriver à le faire tout en augmentant le fonctionnement économique. Mais quand je dis augmenter le fonctionnement économique, ce n'est pas augmenter la production. Et chaque fois que vous m'entendrez parler de croissance qualitative, c'est une baisse de production, une baisse de consommation, une baisse de gaspillage, mais une augmentation du bénéfice. Donc l'économie, la richesse créée dans le pays, d'après moi, peut être totalement découplée de la quantité de la production, donc de la quantité des émissions de CO2. Et rappelons-nous que chaque fois qu'on parle de cela, on parle en tant que Suisse ou Français qui avons vécu dans des pays qui pouvaient nous accompagner. N'oublions pas ceux qui ont vécu la même chose quand tu es sur le continent africain, latino-américain, asiatique, etc. Pensons aussi à cela. Je vais laisser la parole aux étudiants. Vous voulez bien ensuite vous répondrez les uns les autres, madame, messieurs. Qui souhaite prendre le micro en premier? Jeune homme, allez-y, je vous en prie. Je vous invite à vous présenter si vous le souhaitez. Et votre première question. Bonjour, je m'appelle Lounès Bello, je suis en deuxième année en informatique à Sup Info, en licence 2. Et le sujet de l'écologie et du temps m'intéresse fortement. Et les sujets évoqués aujourd'hui sont très importants et c'est pour ça que j'aimerais y assister et poser Tu ne t'es pas trompé de salle, donc c'est ce que tu nous dis, c'est très bien. Effectivement. Merci.
Alors, avant de continuer, j'aimerais quand même qu'on revienne à la base et au titre de la conférence, justement, qui évoque le développement de l'intelligence. Et par rapport à ça, j'aimerais savoir précisément de quelle intelligence il s'agit. Est-ce que c'est l'intelligence de l'homme au niveau individuel, ou est-ce que c'est plutôt l'intelligence dans la conception de nos innovations dans le futur? Très bien. J'attends juste qu'il se réveille pour savoir qui répond sur les 4, parce que là, tu as 4 intelligences de dingue, plus les 150 intelligences réunies ici. Qui prend la patate chaude? Non, je prends juste le début. Je pense que si l'être humain était vraiment intelligent, il ne se retrouverait pas dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. C'est un désastre, c'est une imbécilité, c'est de l'égoïsme, c'est du court-termisme d'arriver à vivre en polluant et en détruisant autant son environnement que ce qu'on a fait là. Donc l'intelligence, je pense qu'on devrait commencer à la développer, mais je ne suis pas absolument sûr qu'on puisse se baser dessus pour pouvoir s'en sortir. Parce que ce qui nous a amenés là, ce n'est pas ce qui va nous permettre d'en sortir. Et donc, dans la somme de tous les imbéciles que nous sommes, cher Bertrand, pas assez intelligent pour ça, mais on entend bien évidemment, qui souhaite poursuivre la réponse à ce jeune homme? Gabin. Alors, je vais répondre du coup sur de quelle intelligence est-ce qu'on parle, en tout cas de mon modeste point de vue. Je pense que la période que l'on connaît aujourd'hui et les défis donc environnementaux auxquels on est confronté sont extrêmement passionnants, et je pense qu'ils sont également assez novateurs compte tenu de l'histoire complète de notre humanité, puisque grosso modo depuis la Grèce ancienne et donc l'idéal d'oikonomia, d'autarcie, globalement, on va parler pour les sociétés occidentales, nos sociétés occidentales ont été guidées par un idéal de toujours plus. Et finalement, je pense que c'est ce qui nous tue à petit feu aujourd'hui, et c'est ce que je pense qu'il faut combattre. Et donc pour moi, la preuve suprême d'intelligence humaine dont on pourrait faire preuve collectivement aujourd'hui, c'est justement de briser ce paradigme de l'accumulation, d'une certaine manière du capitalisme, pour enfin se contenter de cette richesse et avoir l'intelligence de préserver au lieu de produire toujours plus. Quelqu'un d'autre souhaite répondre? On prend une autre question? Juste peut-être un petit mot sur l'intelligence. Moi, je ne connaissais pas cette notion-là avant le titre de la conférence, mais par rapport à votre question et aux réponses qui étaient formulées, je ne dirais pas que les humains sont intelligents ou non intelligents. Ils ont une forme d'intelligence qui est celle liée à notre espèce, qui est différente de celle d'autres espèces. Mais il est vrai que la manière dont on s'organise et qu'on organise la vie commune, donc la société, le système économico-politique dans lequel chacun d'entre nous vit et dépend, lui, peut être qualifié de sacrément aberrant, on va dire ça gentiment. Et la décroissance, je le rappelle, plutôt qu'une décroissance économique telle qu'on a pu le vivre effectivement il y a 2 ans, donc une baisse de 4-5% du PIB, qui a effectivement été catastrophique pour le pays et pour les gens qui y vivent surtout, ça c'est une décroissance économique, mais qu'on appelle dans le champ capitaliste, on appelle ça une récession. Et c'est pas un hasard si la décroissance n'a pas pris comme terme la récession. La récession, c'est une perte économique contrainte liée à des aléas, comme une crise économique, et qui occasionne des grands dégâts économiques et sociaux. La décroissance telle qu'elle est formulée par tous les penseurs, et comme je vous l'ai dit, il y a quand même une sacrée diversité de perspectives de décroissance, elle n'est jamais formulée comme une simple baisse du PIB et encore moins subie. Si jamais il y a effectivement une baisse de la valeur quantifiée par le PIB, donc qui pourrait être assimilée dans le paradigme de la croissance par une récession, elle serait faite de telle manière que l'ensemble du système économico-politique se transformerait et permettrait tout de même à l'ensemble de la société de subvenir aux besoins, de garder les droits humains, etc., etc., etc. Et pour finir, peut-être... Et la question, c'est comment? Mais Céline, pour compléter... Oui, non, mais la question de la compréhension, c'est aussi la compréhension de nos actes. Et le problème du productivisme et le problème écologique du productivisme, c'est qu'on n'a pas mesuré les conséquences matérielles du productivisme, de la recherche d'accumulation économique et d'accumulation de la production matérielle. Donc, comment on arrive à internaliser ces conséquences-là dans nos indicateurs de mesure? C'est un problème qu'en économie,
on appelle l'internalisation des externalités, parce que tous nos indicateurs économiques ne tiennent pas compte de la pollution, des dégâts sur les populations locales, sur l'environnement, etc. Donc comment on arrive à créer des indicateurs qui rendent raison de ça? C'est tout l'enjeu en fait de dépasser l'indicateur du PIB. Et pour avoir une compréhension de nos actions, il faut prendre en compte les conséquences sur le long terme. Le problème étant aussi qu'on n'a pas souvent des indicateurs sur le long terme et que les personnes qui prennent les décisions ne sont pas dans des positions d'action et de rendre des comptes aussi sur le long terme. Bertrand ? C'est clair que si la planète était une entreprise, les dirigeants politiques seraient emprisonnés pour mauvaise gestion. C'est sûr. Pour ne pas intégrer des externalités, pour vivre à crédit, reporter les dettes sur les suivants, etc. Mais ça, ce n'est pas le système capitaliste qui fait ça. Parce que le système capitaliste en tant que tel, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut développer un capital. Et aujourd'hui, on détruit le capital. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre la base du capitalisme avec le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est la loi de la jungle. C'est chacun pour soi, le plus vite possible, le plus possible. Et ça, c'est ce qui détruit le système. Loïs, rapidement. Peut-être petite nuance avec ce qui vient d'être dit, où je rejoins en fait dans les grandes lignes ce que vous venez de dire. Simplement, le capital à développer dans le capitalisme, c'est un capital artificiel, au sens où c'est un capital qui est issu des transformations de la nature, de mécanismes de production, que ce soit des productions de type des produits manufacturés, mais c'est aussi de la production en tant qu'artificialisation des sols pour construire des bâtiments, ou pour transformer la terre, ou couper des forêts pour faire du bois, ou pour faire des champs, etc. Donc ce capital produit par le capitalisme, et qui est quantifié comme tel, aujourd'hui et dans toute l'histoire du capitalisme, c'est un capital artificiel qui est à l'origine d'une destruction de notre milieu de vie, de nos conditions d'existence. Tant que c'est contenu à une certaine mesure, on pourrait dire que ça va, on a le droit de construire une maison si on est dans un espace qui est entre guillemets, mais à partir d'un certain seuil d'artificialisation de la planète, on en arrive à ce qu'on appelle l'anthropocène, donc cette période géologique dans laquelle les activités humaines sont considérées comme l'un des principaux facteurs de transformation de l'équilibre géophysique planétaire. C'est le changement climatique, c'est l'artificialisation générale des sols, c'est l'augmentation de l'acidification des océans, et j'en passe plein pour d'autres fois. Merci pour ça. Les débats pourraient durer, mais je voudrais que chaque étudiant puisse vous interpeller, évidemment. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis étudiante en école de commerce. Et donc merci beaucoup pour ce débat sur la décroissance, parce que je pense que c'est un sujet qui est super important, et c'est un sujet aussi qui divise énormément, et finalement quand on commence à parler de la décroissance, on se rend compte qu'on n'est pas si opposés et qu'on peut réussir à trouver des terrains d'entente, donc merci beaucoup. Et donc je rebondis surtout sur ce que vous avez dit, Célène Marty, parce que depuis le rapport Meadows qui souligne les limites de la croissance, l'indicateur du PIB comme seul indicateur de mesure des richesses a souvent été remis en cause, et pour cause. Mais quels sont les indicateurs dont nous disposons aujourd'hui pour mesurer autrement le progrès? Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'il faudrait en inventer des nouveaux? Oui, merci pour cette question. Alors, ça fait en effet plusieurs décennies que les économistes et sociologues essayent de mettre en place d'autres indicateurs. On a parlé de l'IDH, on a parlé d'un indicateur de bien-être. En fait, je pense qu'il faut se défaire de cette obsession à vouloir tout évaluer et tout comptabiliser. Parce que c'est peut-être ça aussi notre problème. Peut-être qu'à vouloir formaliser et demander à sonder les populations pour savoir si elles sont heureuses dans telle situation, c'est peut-être ça le problème aussi. L'indicateur du PIB, il a rien d'éternel, de naturel. Il a été construit après la guerre pour mesurer la vitesse à laquelle on relançait l'économie. Mais ça veut dire que pendant très très longtemps, les humains se sont passés d'un indicateur pareil. Ça veut très bien dire qu'on est capable peut-être de se passer d'indicateurs si on se défait de l'obsession d'évaluer, de comparer aussi, d'être sûr qu'on veut faire, qu'on veut montrer qu'on fait plus vite que nos voisins européens. Et la question, c'est à quoi bon? Parce que, et quand on voit par exemple le niveau de vie, les indices d'IDH, donc indice de développement humain ou de bonheur dans d'autres pays européens qui ne sont pas 5e puissance mondiale, mais en fait ils vont bien parce qu'ils ont des services publics de qualité, parce qu'il y a une moindre pression dans les rythmes de travail, etc. Et en fait les gens se sentent bien et n'en ont rien à faire d'être dans la première puissance économique mondiale.
mondiale. En fait, de toute façon, vous voyez les deux pays actuellement qui sont deux puissances économiques mondiales et demandez-vous si vous avez envie d'y vivre. Est-ce que vous avez envie d'être aux États-Unis et de mourir parce que vous n'avez pas de traitement du diabète? Est-ce que vous avez envie d'être aux États-Unis et de payer 35 000 $ pour un accouchement? En fait, à quoi bon cette mesure? À quoi bon ces indicateurs? Et à quoi bon cette compétition? J'ajouterais et de ne plus pouvoir avorter parce que ça vient de passer. Bien sûr. Et peut-être pour rester sur les indicateurs très rapidement, effectivement le PIB, donc on l'a bien vu, pose plein de problèmes. Il y a plein d'autres tentatives qui ont été projetées, mais à chaque fois ça n'a jamais été passé à l'échelle en termes décisionnels. Il y en a un que j'aimerais juste vous parler qui s'appelle l'indicateur de progrès véritable, qui en fait part sur le principe du PIB qui mesure, on le rappelle, l'agitation économique, la vitesse à laquelle on s'agite pour faire de la valeur ajoutée. Peu importe à quoi cette agitation sert, y compris si c'est à des vertus écocidaires, c'est pas le sujet. Et donc l'indicateur de progrès véritable prend le PIB pour point de départ, auquel je lis mes notes pour être certain de ne pas vous dire de bêtises, auquel il ajoute le travail domestique et tout le travail non économique, non valorisé économiquement dans la société, qui est souvent un travail de femme, et ensuite retranche toutes les richesses perdues, donc environnement, les ressources renouvelables, et tous les coûts sociaux liés à ces dégradations de la production. Donc là, on parle de chômage de masse, on parle d'obésité, on parle d'ensemble des pathologies psychiatriques et psychologiques qu'on observe aussi, qui sont en extrême croissance dans les pays développés, etc., etc., etc. Donc voilà, l'indicateur de progrès véritable peut être comme palliatif si on est encore dans une perspective de mesure. Vous nous avez bien plombé le moral. On va passer à une question ensuite. Mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour. Le micro va fonctionner, le micro 6, oui. Donc je m'appelle Esther, je suis étudiante en master environnement à Sciences Po Toulouse. Donc on nous a conseillé d'être spontané, donc je vais vous faire une question qu'on n'a pas mise sur la feuille. Donc vous parliez tout à l'heure de chronologie en ce qui concerne peut-être la prise de conscience ou le fait qu'on ait parlé d'écologie dans la société. Et moi, je voulais vous parler du fait que, du coup, le sujet de l'écologie, on l'a vu à travers les différentes élections présidentielles, législatives, on en a très peu parlé. Il y a eu environ 2% de temps d'antenne, je crois, pendant la présidentielle. Et du coup, d'où ma question, est-ce que vous trouvez qu'on en parle assez dans les médias, ou du moins, comment est traitée la question de la décroissance dans les médias? Et est-ce que c'est pertinent? Et dans la question, c'est est-ce qu'on en parle assez ou est-ce qu'on en parle assez bien? En tout cas, assez clairement. Tout simplement, ouais. Qui veut répondre? Bertrand? Il y a un narratif depuis 50 ans dans l'écologie qui, à mon avis, n'a pas favorisé le changement. Si vous regardez vraiment, le narratif, c'est que l'écologie, ça coûte cher. Et tout le monde pense encore ça, y compris les gilets jaunes. Que l'écologie, c'est menaçant. On va devoir réduire le développement économique, réduire notre mobilité, réduire notre confort, réduire notre rythme de vie. Donc c'est donc sacrificiel, c'est pénalisant. Et ce narratif-là, il est, à mon avis, un très grand obstacle au changement. Parce qu'il y a eu énormément de résistance, de gens qui ont dit « mais si l'écologie c'est ça, on ne le veut pas ». Et il y a cette fameuse phrase de George Bush numéro 2, junior, quand il était président américain, qui a dit « jamais l'écologie, ou non, jamais la protection de l'environnement ». Jamais nous ne permettrons à la protection de l'environnement de diminuer notre développement économique. Donc ça part de ce constat-là, de ce narratif-là, l'écologie. Et moi je pense qu'il est urgent de changer le narratif. Si on veut que les gens y adhèrent, si on veut créer de l'enthousiasme, il faut montrer que c'est extrêmement intéressant, que c'est enthousiasmant, que c'est pas menaçant, que c'est créateur d'emplois, que ça permet de vivre mieux, que ça permet de développer l'économie, que ce sont des nouvelles opportunités industrielles. Et à ce moment-là, une grande partie des gens qui résistaient jusqu'à maintenant vont adhérer parce qu'ils se diront que peut-être que c'est la seule manière pour eux de continuer à vivre bien, de continuer à se développer. Et vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont compris ça et qui sont dans une reconversion. Mais au point que quand vous allez discuter avec les patrons de certaines entreprises, vous ressortez plein d'optimisme. Parce que vous voyez qu'ils ont effectivement compris comment introduire l'écologie comme force motrice de l'économie. Et là, on n'est plus dans une utopie où on dit il faut protéger l'environnement, mais on doit faire des sacrifices, puis il faut appeler à la responsabilité individuelle, puis chacun doit y contribuer. Puis chacun doit mettre la petite goutte du colibri sur l'incendie, etc. On n'est plus là-dedans. On est vraiment dans un mouvement qui peut être fédérateur et rassembleur.
Et je pense que c'est là qu'il faut travailler. Céline et Gabin. Dans le narratif, je pense que l'enjeu, c'est vraiment les médias. Parce que qui a transmis un message catastrophique et qui a intérêt à ce que les choses ne bougent pas, qui transmet ce message-là aussi. Une petite anecdote, André Gorz était journaliste au Nouvel Obs, et André Gorz était un grand critique du nucléaire, comme une technologie qu'on ne maîtrise pas et qui a potentiellement des conséquences dramatiques, on l'a vu avec Tchernobyl. Et André Gorz écrivait des articles très critiques dans le Nouvel Obs sur le nucléaire. Et quand il est parti de l'Obs, c'est parce qu'en fait, EDF faisait pression pour qu'il ne publie pas ses articles, parce que EDF investissait massivement dans le nucléaire et ne voulait pas d'articles critiques. Donc EDF, qui finançait le journal, ne voulait pas qu'il y ait ce contenu-là qui soit publié. Permettez-moi juste une chose. On a assez d'arguments les uns et les autres à sortir, mais si vous sortez des choses, il faudrait que ce soit juste étayé, parce que accuser comme ça, et je ne juge pas ce que vous dites, je dis juste qu'accuser en public des gens sans avoir aucune preuve que EDF a vraiment fait sortir. Ne perdons pas de temps là-dessus. C'est dans le hors-série de ce mois sur le nouvel... Oui, je suis ni pour ni contre, je veux juste que ce soit étayé et qu'on ne perde pas de temps à accuser des gens. Voilà. On a assez de chantiers à faire. J'aurais très bien pu ne pas dire EDF. Voilà. Sans que ce soit étayé, permettez-moi. En tout cas, parfois, il y a des intérêts économiques qui empêchent de diffuser certains messages aussi. Et on voit aussi que la place accordée à l'écologie dans les médias, elle est aussi réduite parce qu'on parle d'autres sujets qui paraissent aussi plus attrayants pour le public, qui mènent à plus de débats sur les réseaux sociaux, de commentaires, etc. Donc l'enjeu, c'est aussi comment on redonne sa place à un sujet qui est important, peut-être aussi par les discours politiques aussi, parce que si vous avez, là dans les cas des campagnes, si vous avez des candidats qui viennent parler d'écologie dans les médias, ce faisant, il y aura un effet boule de neige qui fait qu'on en parlera plus aussi. Gabin, pour poursuivre, et ensuite Bertrand. Ouais. Alors je vais d'abord revenir sur la question initiale, et non, je ne pense pas qu'on parle assez d'environnement, et d'ailleurs pas assez bien non plus. Et pour deux raisons principales. Je pense que la première, c'est bien évidemment la concentration des médias, qui est un phénomène étayé. On a pu le voir notamment avec des documentaires comme Media Crash. Et même si on peut juger du bien fondé ou non que certains milliardaires détiennent tous les médias, ça c'est un sujet annexe, mais force est de constater qu'on a des intérêts économiques qui diffusent bien évidemment une certaine vision de l'écologie qui est encore basée justement sur les gestes individuels et finalement la responsabilité individuelle, et qui conduisent donc à culpabiliser les individus plutôt que d'appréhender notre responsabilité collective en tant que société, puisque la grande majorité de nos émissions de carbone sont liées en fait à notre façon de faire société. Et puis ensuite, il y a un second problème pour moi, qui est une forme d'amateurisme qui règne dans les médias aujourd'hui. Et on peut le voir que ça soit avec des professionnels de la politique qui sont invités à tort et à travers pour réagir sur des sujets souvent sur lesquels ils ne sont pas neutres. Je pense par exemple au patron des chasseurs qui expliquait il y a encore quelques jours que la canicule était un complot pour faire élire plus de députés écologistes. Ce qui peut faire sourire à première vue, mais ce qui est assez grave à mon sens, puisque ça décrédibilise complètement la cause écologique qui est grave et urgente. Et ensuite, pour revenir rapidement sur l'idéal, sur l'imaginaire qui est transmis, je rejoins Monsieur Picard sur le fait qu'il lui faut changer cet imaginaire, un petit peu... un imaginaire de croisée finalement, dans lequel il faudrait presque s'exorciser en faisant des sacrifices pour sauver une planète qui reste quelque chose de finalement très abstrait. Mais, en revanche, j'ai perdu le fil. On va y revenir. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous soutenir à ce moment-là. Aucun problème. Non, tout ça pour dire qu'il faut qu'on change notre imaginaire. Voilà, je suis revenu. Mais justement, peut-être en inversant le rapport de force, c'est-à-dire en questionnant finalement notre système, en voyant l'écologie non pas comme quelque chose de subi et de finalement négatif, de contraint, voilà, contraignant, ouais. Mais plutôt comme une libération de l'homme, puisque finalement on se retrouve aujourd'hui, je pense, avec une grande majorité des travailleurs qui ne s'épanouissent plus dans le poste premier de dépense de leur temps libre, qui est le travail. On l'a notamment vu avec les phénomènes de bullshit jobs. Et donc je pense que si on commence à parler de l'écologie comme une opportunité de rompre avec l'aliénation du travail, mais également de renouer avec l'épanouissement individuel, notamment par
l'éducation, la santé et ce genre de sujet. Je pense qu'on aura un bon filon pour construire une écologie politique au niveau. Permettez-moi, c'est mon job, j'entends tout ce que vous dites, et mon jugement, tout le monde s'en fout, et moi le premier. Juste, je veux qu'on prenne de la hauteur, et qu'on ne fasse surtout pas de généralités. Les généralités ont tué le débat, je pense, en étant tous pour, tous contre, etc., ça tue le débat. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui se plaisent dans leur boulot, qui ne sont pas aliénés, mais vous en connaissez peut-être qui sont aliénés, je l'entends. Mais juste, évitons les généralités, si vous voulez bien, pour prendre de la hauteur, et se dire qu'on ne peut pas généraliser surtout, mais que la situation nous amène chacun à avoir à l'aune de nos propres convictions, si vous voulez bien. Et on en sortira grandi les uns et les autres, parce que je crois, et les médias ont leur responsabilité, on s'est laissé enfermer pendant des décennies sur des généralités. Donc pardon pour ça. Je précise simplement mon propos, donc je vais parler d'une catégorie bien précise qui a été théorisée par David Graeber, décédé il y a peu d'ailleurs, paix à son âme, qui parlait justement de ces bullshit jobs qui sont en effet pas majoritaires, mais qui sont en très forte expansion. Bertrand, pour répondre, on prend l'autre question ensuite. J'aimerais préciser que le narratif que j'ai décrit dans l'écologie depuis 50 ans, ce n'est pas le narratif d'EDF. C'est le narratif des écologistes eux-mêmes, donné dans les interviews qu'ils ont données eux-mêmes. Et moi, ça fait 50 ans que je suis ça. Quand j'étais très jeune enfant, mon père était déjà à fond dans l'écologie, dans le rapport Meadows. Le rapport Meadows, il m'en a lu des extraits. Il était, il y a 50 ans, à la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, et on ne parlait même pas encore de changement climatique. Mais de quoi on parlait? On parlait du fait qu'il n'y avait pas de solution autre que la décroissance et la lutte contre la surpopulation. C'était ça l'obsession, c'était la surpopulation, et par conséquent, il fallait décroître la population, la production, tout. Parce qu'on allait dans un monde d'excès. Et ce narratif-là, à l'époque, était le seul possible. Mais aujourd'hui, plus du tout. Et le danger, c'est qu'on reste accroché à ce narratif, alors qu'il y a des autres manières de faire, alors qu'il y a des énergies renouvelables, alors qu'il y a des technologies propres, alors qu'il y a des solutions à profusion pour changer le narratif. Et il ne faut surtout pas que le monde écologiste continue ce même narratif, parce qu'il va couler tout seul avec ça. L'autre danger dans le monde écologique aussi, c'est le clivage politique. Pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui être à gauche pour être écologiste, alors qu'il y a des gens de droite qui aimeraient aussi protéger l'environnement, qui aimeraient aussi que les choses s'améliorent, et qui ne peuvent pas le dire, parce que s'ils le disent dans le monde politique de droite, ça donne des voix à la gauche. Alors, vous vous étonnez de pourquoi Emmanuel Macron n'a pas parlé d'écologie avant le premier tour. Mais il n'a pas parlé d'écologie parce qu'il aurait donné des voix à Yannick Jadot. Une fois que Yannick Jadot n'était plus candidat pour le deuxième tour, si vous remarquez, Emmanuel Macron a pu parler d'écologie, mais par contre, il n'a pas parlé de sécurité parce que ça aurait donné des voix à Marine Le Pen. On est dans un monde tellement clivé qu'aujourd'hui, chacun a son silo. Et ça, c'est désastreux, parce que l'écologie devrait être au-dessus des partis, devrait permettre à chacun d'y trouver son compte, parce que dans l'écologie aujourd'hui, il y a une question de sécurité, donc il n'y a aucune raison que le RN soit défavorable à l'écologie. Il y a une question de pouvoir d'achat, il y a une question de protection de l'environnement, il y a une question de sociologie, de redistribution et de solidarité. Donc on peut très bien mettre l'écologie au-dessus des partis, pour que ce ne soit plus un enjeu conflictuel, mais que ce soit un enjeu rassembleur. Et si on ne fait pas ça, on continuera à maintenir le problème. Merci. Je vois une réaction courte de Gabin. Je dois tenir le temps et ensuite je nomme ici. Gabin, vas-y. Simplement pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut dépasser les clivages pour faire prospérer l'écologie. En revanche, j'aimerais quand même rappeler que le 3e volet du rapport du GIEC de cette année a bien rappelé qu'on ne répondra pas aux défis environnementaux actuels et à venir sans justice sociale. Puisque... et c'est lié, bien sûr. Voilà, en effet. Exactement. Et donc, si on veut que l'écologie, justement, prospère en dehors des clivages politiques, il faudra également que les formations politiques acceptent d'intégrer plus cette justice sociale, cette justice environnementale, que ça soit entre pays du Nord et du Sud, mais aussi entre classes dites populaires et classes plus aisées qui... Mais on l'a grâce à l'efficience. Quand on voit les charges de chauffage et d'électricité des
populations les plus démunies dans les pays européens, on voit qu'une grande partie est due au gaspillage, parce qu'ils vivent dans des passoires thermiques, parce qu'ils ont des chauffages au gaz ou des radiateurs électriques au lieu d'avoir des pompes à chaleur, et qu'en fait, une grande partie de ce qu'ils pourraient mettre de côté à la fin du mois est dilapidée à cause des vieilles technologies qui sont toujours utilisées. Donc je suis 100% d'accord que l'écologie est aujourd'hui, à travers l'efficience, ce qui permet de lutter le plus contre l'injustice sociale. Merci de vos regards, mesdames, messieurs. Jeune homme. Bonjour, donc moi je m'appelle Amaury, je suis étudiant en communication politique. Et justement, pour revenir à ce clivage, on parle beaucoup justement du gouvernement qui a été condamné pour une action climatique, des politiciens qui n'agissent pas ou ne peuvent pas agir. Mais est-ce que, donc il y a cet aspect-là de clivage dont vous parliez, et il y a aussi cet aspect que vous avez mentionné où certains Français ne sont pas prêts, notamment je pense aux Gilets jaunes. Donc quel rôle doit jouer aujourd'hui l'État justement pour l'environnement ? Comment est-ce qu'on amène les citoyens justement ? Et je pense qu'aussi Gabin aura des choses à dire. C'est intéressant, c'est exactement une question l'Obs organisait une soirée à propos de l'écologie aussi. Il y avait l'ancienne ministre de l'écologie, et son argument c'était aussi de dire que les gens n'étaient pas prêts. Et en face d'elle, il y avait une militante climat qui lui disait que les gens de la Convention citoyenne pour le climat, donc des citoyens tirés au sort qui ont discuté pendant plusieurs semaines pour formuler des propositions. 150 propositions, 150 citoyens ont en fait formulé des choses très précises et très radicales. Et après, ça n'a pas été repris par le politique, où les propositions, quand elles ont été reprises, ont été un peu vidées de leur substance. Donc, moi, je pense que les gens sont prêts, parce que les gens aussi souffrent des conditions de travail qui sont de plus en plus pressurisantes. On en voit des burn-out, on voit il y a une augmentation de ce qu'on appelle les maladies psychosociales liées au travail, des risques psychosociaux. Et donc, je pense qu'on se rend compte qu'il y a des solutions qui permettraient de mieux vivre à court terme, et que ces solutions, elles sont identifiées. Le problème, c'est de les faire passer au niveau politique. Et donc, je ne pense pas que l'argument soit de se dire que les gens derrière, ils traînent et qu'ils ne veulent pas avec leur confort. Les Gilets jaunes, ce n'est pas uniquement un refus de la transition écologique. C'est aussi une critique des inégalités sociales en France, de la façon dont la France est gouvernée, et ça part de cette taxe du kérosène en ayant l'impression que c'est encore eux qui vont payer, mais c'est pas du tout un refus écologique. Je pense qu'il faut arrêter aussi de stigmatiser aussi ces populations-là comme si c'était elles qui traînaient la transition écologique, alors même que en France, 20% des Français n'ont jamais pris l'avion. Donc à côté, les conséquences du trafic aérien, c'est sur les personnes qui le prennent le plus souvent. Donc on peut répartir comme ça les principaux postes pollueurs, disons, et se rendre compte qu'en fait, au quotidien, les gens veulent bien changer les choses. Loïs et Gabin ? Oui, alors en répondant à cette question, ça me permettra aussi de reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la manière de communiquer et de mettre en place des mesures écologiques dans la société, et les difficultés qu'on peut avoir par l'acceptation sociale de celles-ci. On peut penser aux éoliennes, mais on peut aussi penser donc à la taxe carbone, qui est aujourd'hui toujours à l'arrêt. C'est-à-dire que la taxe carbone, j'ai travaillé dessus, je vais vous faire très rapidement un petit point sur ce truc-là. C'est un objet fiscal qui augmente tous les ans. Tous les ans, la taxe augmente pour désinciter progressivement les consommateurs, donc les personnes considérées comme des consommateurs, d'aller dépenser leur argent dans ces produits carbonés. Donc en l'occurrence, c'est sur tous les sens. L'Europe est en train d'y réfléchir pour les frontières de l'Europe dans les semaines. Oui, c'est un autre mécanisme d'ajustement aux frontières, mais aujourd'hui en France, la taxe carbone est stoppée, je vais me dire, à 44 € la tonne. C'est normalement depuis 2018, depuis le mouvement des Gilets jaunes, et elle n'augmente plus. Donc le mécanisme derrière qui était incitatif à ne plus consommer dans les endroits entre guillemets polluants ne fonctionne plus en l'état. Et j'ajouterais même que il fonctionne encore moins, parce que maintenant on a une diminution du prix au baril de 18 centimes, donc une défiscalisation. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est là où je vais venir à la discussion de tout à l'heure, c'est que on doit, je pense, pour mieux comprendre la discussion, distinguer l'environnementalisme et l'écologisme. L'environnementalisme, c'est quelque chose qui est apartisan. C'est-à-dire qu'un gouvernement de droite, peut-être même d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche, peut adopter des mesures environnementales, c'est-à-dire faire en sorte que le capital écologique de la Terre, les forêts, nos arbres, etc., soit soutenable et qu'on ne détruise pas l'environnement. C'est ce que j'appelle l'environnementalisme. Et c'est quelque chose qui peut être traité de différentes manières politiquement, mais qui a un intérêt partout. L'écologisme,
qui, pour moi, provient de la pensée d'André Gorz, Gunther Anders, Jacques Ellul et de ces autres pionniers des années 50-60, c'est quelque chose qui a quand même été construit dans le champ de la gauche. André Gorz était un marxiste, même s'il était dissident. À l'époque, bon, voilà, beaucoup de gens étaient marxistes, mais André Gorz était aussi marxiste. Gunther Anders, il n'était pas marxiste, mais il était très à gauche. Et l'écologie politique s'est construite à gauche. C'est que récemment que Europe Écologie Verts est considéré comme un parti centriste de gauche, mais l'écologie politique a été profondément construite à gauche. La décroissance telle qu'elle est aujourd'hui dans le débat public, c'est une décroissance qui est, pour une bonne partie, très à gauche, même s'il y a des aspects qui sont discutés, notamment sur la démographie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le cas de la communication politique et de l'acceptation des mesures, en ce qui concerne la taxe carbone, c'est une mesure environnementale. On cherche à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On ne s'intéresse pas aux effets distributifs d'une telle mesure. Est-ce que ça touche plus les populations précaires ou les populations riches? Est-ce que c'est une mesure juste socialement? Dans le cas de la taxe carbone, ça ne l'était pas. Parce que entre guillemets, sauf les foyers extrêmement pauvres, tout le monde utilise sa voiture, en zone rurale au moins. Et là, ça touche autant quelqu'un qui a une vieille voiture, et encore plus parce qu'il y a une voiture qui consomme beaucoup, que quelqu'un qui a une belle voiture optimisée ou une voiture électrique. Comme une Tesla, avec une grande batterie. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la taxe carbone était pour plein de raisons, je pourrais vous en reparler des heures parce que c'était impressionnant, elle était injuste. Une mesure pour le même effet qui pourrait être considérée comme juste, à mon avis, c'est le rationnement, ce qui fait tout de suite très peur dans un public français. Parce que ça nous rappelle la Deuxième Guerre mondiale, ça nous rappelle les moments où on était privés de tout, et en plus pour des mauvaises raisons, parce que le régime, l'occupant, le nazi, nous spoliait de nos ressources alimentaires, et donc on était rationnés par des trucs qui ne nous permettaient même pas de survivre. Donc ça c'est notre imaginaire du rationnement. Il y a d'autres imaginaires qui existent, je pourrais vous en reparler, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, pour le rationnement, donc c'est les quotas, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on délivre à tout le monde, selon ses besoins, la quantité suffisante pour faire les choses dont il a besoin. On ne dit pas, comme tu as de l'argent, eh ben, tu vas pouvoir prendre autant que tu veux. Ce qu'il faut, c'est payer. Ça, c'est la taxe carbone. Donc voilà, c'est juste voilà, une différence entre ce qu'on peut appeler l'écologisme et l'environnementalisme dans un cas concret. Gabin, Bertrand, Gabin. Vous avez entendu? Le silence. Non mais je pense que c'est vraiment important d'écouter tous les mots de Loïs et ensuite de se demander pourquoi l'écologie n'est pas fédératrice. Vous avez raison, je joue le rôle de prophète de malheur. Mais c'est-à-dire, non, mais c'est pas prophète de malheur, parce mais qu'il faut être prophète de malheur si on est face à un malheur. Cassandre a quand même averti les Troyens que le cadeau des Grecs était un cadeau empoisonné. Donc les Cassandres, c'est important. Mais c'est dans la réponse qu'on donne. Si il faut être d'extrême gauche pour être écologiste, et s'il faut vouloir des tickets de rationnement pour vivre, eh bien, on ne va pas créer une majorité autour de l'écologie. Ceux qui ne veulent pas de tickets de rationnement vont lutter de toute leur force contre l'écologie. Ceux qui ne sont pas d'extrême gauche, quelle que soit leur raison, vont lutter de toute leur force contre l'écologie. Et la planète restera l'otage de cette lutte des classes et de ce conflit gauche-droite sans qu'on arrive à se mettre d'accord sur des solutions fédératrices qui unifient les gens autour d'un but commun qu'on doit absolument atteindre le plus vite possible. Gabin et Mademoiselle ensuite. Alors, je vais rebondir sur les propos de M. Picard. Je pense qu'il y a un malentendu sur la situation actuelle. Je m'explique. On pourrait penser en vous écoutant que finalement, il y a deux situations bien distinctes. Une situation chez les jeunes où on aimerait s'infliger un rationnement presque comme en 40, et d'un autre côté... Je n'ai pas entendu parler des jeunes en particulier. Bien sûr, non, dans l'imaginaire collectif. C'est une interprétation, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Bien sûr. Et bien sûr, je ne déformerai pas vos propos. Et une situation où on pourrait finalement essayer de concilier l'abondance avec l'impératif écologique. Or, je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'on fait face à des défis environnementaux qui nous frappent déjà et qui nécessitent une réponse à la fois efficace et rapide.
Or, je ne sais pas si, avec des demi-mesures, ou en tout cas avec des mesures tièdes, qui justement pourraient être atteintes par la recherche d'une majorité politique, on puisse véritablement répondre à ces défis. Bien sûr. Ensuite, pour revenir sur le rôle de l'État rapidement, je pense que le rôle de l'État est fondamental, et pour une raison simple, c'est l'État qui engage la nation à travers les traités internationaux à respecter des objectifs climatiques, avec notamment l'accord de Paris. En revanche, il y a un point dont on ne parle jamais, ou alors très peu concernant l'État, c'est l'administration, qui est chargée de produire et mettre en œuvre les politiques publiques environnementales. Et en l'occurrence, il se trouve, pour avoir étudié un petit peu le sujet, que au ministère de l'Environnement, comme dans les autres ministères, on a encore un idéal que Bruno Villalba nommait cornucopianiste, un mot un petit peu sorcier, mais qui voulait tout simplement dire qu'on a encore un idéal économiste et techniciste qui prédomine et qui, à mon sens, ne permet pas de voir la réalité des enjeux qu'il faut traiter, bien qu'il faille trouver des solutions économiques, bien sûr. J'aimerais bien revenir à votre question. Je pense que le rôle de l'État est fondamental, et pas seulement dans l'écologie, parce que si on remarque aujourd'hui, on a des lois, des règlements, des décrets pour gérer l'entier de la vie en société. Les droits de bon voisinage, la santé, l'éducation, la mobilité, les impôts, tout est régi par des lois. Et si on remarque, ça marche assez bien partout, sauf dans l'environnement. Parce que les lois dans l'environnement n'ont pas évolué au rythme où la technologie a évolué. Donc, autrefois, personne n'osait mettre en place des lois qui allaient menacer l'équilibre social entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer la taxe carbone, parce que c'est effectivement un problème. Personne n'osait ralentir l'économie avec des lois environnementales. Maintenant, on a toutes les solutions qu'il faut pour y arriver. Et je pense que le législateur est au centre de la solution. Parce que jusqu'à maintenant, on a des entreprises ou des individus qui polluent et qui répondent aux critiques en disant « mais ce que je fais est légal, je suis les normes ». Alors on leur dit « vous avez des moteurs thermiques et ça met des particules de NOx dans l'atmosphère et ça fait des cancers du poumon ». Le gars il vous dit « je respecte les normes ». Et à part Volkswagen qui a triché sur son moteur diesel, les constructeurs respectent les normes. C'est ça qui doit changer. Aujourd'hui, c'est les normes qui doivent évoluer et les standards. C'est-à-dire que s'il est possible, et ça on l'a vu avec la Fondation Solar Impulse, il y a une solution française pour diviser par 2 les NOx et enlever 20% de la consommation de carburant. Eh bien, puisque c'est possible, il faut que les standards d'émissions soient divisés par 2 pour que tout le monde utilise ce système. Et ce n'est pas une pénalité, puisqu'on économise 20% de carburant, ça paye en 6 mois pour le système sur n'importe quel taxi. Et c'est comme ça pour absolument tout. En fait, on a le droit de polluer, parce qu'on a le droit de gaspiller, on a le droit d'être inefficient, on a le droit d'utiliser des vieilles technologies. Donc il faut moderniser 2 choses. Il faut moderniser la réglementation, oui, et il faut moderniser toutes nos infrastructures et tous nos systèmes pour enfin être efficients. Et puis ce qui reste, si on n'arrive pas à le résoudre, ben à ce moment-là, moi j'appelle Céline et Loïs et puis on regarde comment faire pour le reste. Mais commençons déjà par le début. J'ai encore 2 questions d'étudiants, je ne veux pas les frustrer pour avoir au moins le temps de quelques questions dans la salle. Mademoiselle, bonjour. Oui, bonjour. Moi je m'appelle Prune, je suis étudiante à la Sorbonne en économie et en sciences politiques. Donc vous avez évoqué Solar Impulse, vous avez l'air d'avoir beaucoup de solutions à nous proposer, ce qui est super, merci beaucoup. 1400, c'est ça. On commençait à être un peu triste, hein. Je rigole évidemment. Donc comment est-ce que vous expliquez que malgré toutes ces solutions, notre monde ne semble pas vraiment avoir changé, il semble avoir des résistances encore? Comment est-ce que vous expliquez cet état encore des choses et cet immobilisme, à part le législateur? D'abord, il faut juste rappeler qu'il y a des gens qui mettent en place des solutions au quotidien. On n'est pas dans l'incantation. Il y a des gens qui les incarnent, qui les font, etc. Dans votre question, c'est peut-être pas assez nombreux, mais... oui. Et c'est vrai qu'il n'y en a absolument pas assez. Il y a des pionniers qui le font, même dans l'industrie, mais au niveau du monde, effectivement pas. Et si je vous disais vraiment ce que je pense que je choquerais pas mal de gens. Donc, je vais dire exactement la même chose, mais en expliquant bien que c'est le dernier rapport du GIEC qu'il a écrit. Allez-y. Le dernier rapport du GIEC a enfin parlé des obstacles, en disant que c'est le manque de leadership, la mauvaise gouvernance et l'inertie administrative. Et sans vouloir m'attribuer quoi que ce soit comme mérite, moi ça fait 10 ans que je dis ça,
Je vois que heureusement le GIEC commence à le dire, mais c'est là devant que nous sommes. Si vous voulez prendre une vraie mesure écologiste pour amener des solutions qui changent des infrastructures au niveau national, eh bien vous avez besoin de sortir des silos administratifs pour que toutes les administrations travaillent ensemble sur le même sujet, sous leur angle à eux. Et on voit que c'est abominablement difficile. Alors vous avez tout le monde qui vous dit « mais vous savez, on aimerait bien, mais on n'arrive pas. Les règlements se contredisent mutuellement. Il y a ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie, c'est la paralysie maximale dans laquelle un système thermodynamique arrive tant qu'on ne le réforme pas. » Merci beaucoup. Céline, pour réagir. Oui, sur l'inertie administrative, j'admets, en plus, c'est aussi les grandes bureaucraties, les pouvoirs technocratiques, c'est pour ça que ça crée des troubles comme ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'inertie idéologique. Moi, côté philosophie, je m'intéresse notamment à d'où viennent nos idéologies autour du travail, pourquoi on pense que c'est par le travail qu'on doit s'accomplir individuellement, s'insérer dans la société, pourquoi on pense que ce travail doit être utile, qu'on doit toujours travailler plus. D'où vient notre productivisme, dont parlait tout à l'heure Gabin. On a aussi nos façons de penser qui sont peut-être inadaptées face à la crise climatique, à savoir croire qu'il va falloir que le plus sera toujours le mieux, qu'il va falloir faire toujours plus d'efforts, qu'il faudrait consommer plus parce que c'est ça notre plus grande liberté. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de nos façons de penser qu'il faut revoir aussi. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi changer nos pratiques, à la fois de consommateurs, de travailleurs, de personnel bureaucratique, etc. Mais en tout cas, il faut aussi se questionner sur toutes ces idéologies qui justifient l'état existant et qui le perdurent aussi. Notre productivisme, il est profondément ancré dans nos mentalités. On le perpétue dès l'école. On a l'impression qu'il faut en faire toujours plus d'efforts, etc. Et ça a des conséquences sur notre façon d'envisager les choses. Merci. Mademoiselle, je vous donne le micro pour la dernière question. Vous ne la souhaitez pas? J'ai l'impression vous ne voulez pas. Alors, je ne vais pas vous embêter. Alors dans ce cas-là, est-ce que je peux rebondir vite fait sur ce qu'a dit... Une demi-seconde vraiment, parce que je veux laisser la parole à Sur les manières de penser, parce que je crois que c'est un sujet qui tient aussi à cœur à Bertrand Piccard, qui était psychiatre, si je ne me trompe pas. Vous avez dit plusieurs fois que, selon vous, la liberté, ce n'était pas de tout faire, mais de pouvoir tout penser. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner des pistes sur comment permettre aux gens de penser différemment, justement, essayer de ne pas penser que le plus sera toujours le mieux, et penser peut-être à d'autres intérêts que ceux qu'on voit maintenant. Les entreprises, parfois, leur idée, c'est que ça va aller contre leurs intérêts, notamment économiques. Comment convaincre que finalement, peut-être qu'un intérêt, un bénéfice collectif qui ne serait pas que économique, ça pourrait faire changer les esprits. Voilà, merci beaucoup. Docteur, séance de psychiatrie collective. C'est vrai que là, ça touche la question du réalisme et de l'utopie. Pour moi, le réalisme, c'est quand on arrive à un résultat, quelle que soit son idéologie, et même au-delà de son idéologie personnelle. Maintenant, il y a tout ce qui est au-delà de ça. Il y a toute l'utopie qui est magnifique, il y a tout le rêve, il y a toutes les manières de se dire que la nature humaine pourrait fonctionner autrement et mieux. Et cette notion de la nature humaine, moi j'en parle beaucoup dans mon dernier livre, parce que si on pouvait changer la nature humaine, eh bien on n'aurait pas besoin de faire tout ce débat. Parce que, elle changerait. L'être humain deviendrait beaucoup plus empathique, compassionnel, respectueux, sage, bon, etc. Or, dans la réalité de ce qu'on voit, c'est pas vraiment ça. L'être humain, en général, veut plus que ce qu'il a, veut mieux, si possible tout de suite, si possible plus que les autres. Il y a des études qui ont montré, qui sont incroyables, qui montrent que entre deux personnes, ils préfèrent avoir un salaire moins haut, mais plus haut que le voisin, que plus haut et moins haut que le voisin. Non mais c'est ahurissant des choses comme ça. Alors, moi, je me pose la question. Et Céline réagit ensuite une question. Par-delà la blague, je ne pense pas que ce soit la nature humaine ou l'être humain. Alors ça, en philosophie, on distingue quand même assez nettement ce qui est de l'ordre culturel et de l'ordre naturel. Et moi, je me positionne plutôt dans une thèse anthropologique qui montre qu'il n'y a rien de naturel chez l'humain. On est éduqué dans des sociétés très jeunes. On apprend les réflexes de compétition, de comparaison ou d'entraide aussi. La forme d'entraide, elle est aussi très importante dans les sociétés humaines. Et l'enjeu, c'est comment on
arrive à stimuler des affects positifs de solidarité et d'entraide dans nos pratiques et réduire tous les affects de concurrence, de compétition qui nous ont peut-être été légués à un certain moment de notre histoire. D'accord, mais ça, ce serait merveilleux. On peut changer nos idéologies. Non, mais ce serait absolument merveilleux. Moi, j'aimerais autant que vous qu'on y arrive. La seule chose, c'est que le GIEC nous dit qu'on a 3 ans pour inverser la courbe. Et on ne va pas y arriver en passant par l'éducation des enfants, des bébés qu'on déconditionne de 200 ans de révolution industrielle et de productivisme. Non, on déconditionne les adultes qui ont le pouvoir. Non, déconditionner les adultes, ça, j'y crois absolument pas. Vous pouvez tous excusez-nous, mais vous êtes foutus, on voulait se le dire. Éduquer une nouvelle génération autrement, et ça prendra plusieurs générations de faire autrement. Il a fallu 600 ans pour arriver à la démocratie qu'on a aujourd'hui en Europe. C'est pas quelque chose qui va vite. Or, on doit aller extrêmement vite. Donc, ou bien on croit qu'on va pouvoir changer la nature humaine, qu'on va pouvoir changer le système économique profondément, changer le système politique, etc. Et dans des décennies, on y sera toujours à essayer. Ou bien alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, maintenant que le temps presse ? Eh bien, maintenant que le temps presse, on commence dans l'éducation, tout à fait, en sachant qu'on aura le résultat dans 50 ans, et on travaille aussi sur les solutions qui sont économiquement rentables pour protéger l'environnement, sur l'efficience énergétique, on modifie les lois, on améliore et on modernise les lois, mais on agit tout de suite. Et ça, ce n'est pas une question philosophique, c'est vraiment une question de réalisme qu'on doit mettre en place immédiatement. Merci beaucoup Bertrand pour ça, merci Céline aussi. Question de la salle, monsieur. Il y a des mains levées. On va porter le micro en haut, s'il vous plaît, là-haut. Montez là-haut, s'il vous plaît, mademoiselle. Là-haut, pardon. J'ai vu les premières mains levées là-haut, en haut à droite, s'il vous plaît. On va la porter. Comme j'ai vu un monsieur bailler devant vous, je vais voir si ça venait jusqu'à vous. Voilà. Monsieur, allez-y, levez la main jusqu'à la crampe. Voilà. Oui, c'est ça, vous, le monsieur à gauche. Voilà, très bien. Je ne vous connais pas, mais je vous en prie. Si vous souhaitez vous présenter, ça fonctionne, ne touchez à rien. Ça fonctionne. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Alors oui. Vous le tenez à la manière quand vous étiez DJ à l'époque, quand vous étiez étudiant. Salut tout le monde, est-ce que ça va bien? C'est super. Voilà, on va le tenir. Enlevez la main. Voilà, non, on le tient un peu plus loin. Baissez la main, mettez-la là, la main là-dessus. Et voilà, vous êtes formidable. Bonjour Didier. Bien. Bon merci pour ce débat. Alors, je me présente très rapidement. Je suis élu local moi aussi dans une commune parisienne et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur les normes. Je rejoins ce que vous avez dit sur les normes. Effectivement, les collectivités locales ont énormément de mal à rentrer dans l'écologie, puisque en fait les budgets, les éléments, les outils financiers dont ils se servent ne prennent pas du tout en compte cette dimension écologique. Et donc, effectivement, on ne va pas pouvoir avancer tant que ce n'est pas dans la loi. En revanche... Vous avez une question, certainement. Oui, voilà, je veux juste commenter ça et puis je vais poser la question. Non, mais un élu qui dit ça, c'est très important à entendre. Alors, je vais dire aussi quelque chose de positif. Je vous invite juste à le faire court, pardon, parce qu'il nous reste 7 minutes 24 et je voudrais avoir 2 questions. 30 secondes, pas plus, vous me coupez après. Oui. Comptez sur moi. Donc, il y a une chose qui a été faite qui est très très bien par le gouvernement français qui s'appelle la RE 2020, qui est la norme la plus contraignante pour le bâtiment au monde. Et qui est la France est le seul pays à imposer une norme comme ça. Alors maintenant je viens à ma question. J'ai été étonné de ne pas entendre parler de l'économie du partage. Parce que l'économie du partage, c'est un moyen d'aller dans une autre croissance, de s'appuyer sur l'intelligence humaine, tout en offrant des services qui sont des services immatériels. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, et du témoignage et de la question. Réponse très courte, s'il vous plaît, pour laisser la parole à Je crois qu'on est tellement d'accord là-dessus qu'on n'a même pas mis ça comme point de discorde potentiel. On est tout à fait d'accord. Oui, c'est une pratique de solidarité qui montre aussi que c'est possible actuellement déjà de faire les choses différemment. David Graeber, qui a théorisé les bullshit jobs, disait qu'il y avait déjà dans notre situation présente des situations, des pratiques d'entraide, de coopération, et que c'était pas du tout de l'utopie, justement parce qu'on était déjà capable de le faire aujourd'hui dans différents cercles, peut-être pas le cercle économique auquel on consacre le plus de temps, mais qu'en tout cas on voit bien qu'il y a ces pratiques de coopération et d'entraide qui existent.
Donc on en est capable, c'est peut-être même souhaitable. Merci de le rappeler et merci de le confirmer. Céline, vous avez le micro, madame là-haut, allez-y. Je reviens vers vous, hein, pardon, mais juste profitez du monsieur qui est là, allez-y. Au dernier rang, c'est bien de faire parler les élèves du dernier rang pour savoir s'ils ont suivi. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, François Robin, je travaille chez Atos et j'ai créé une usine de granulés de bois en Auvergne aussi, donc je rejoins tout à fait ce que disait monsieur Picard, c'est qu'on peut faire plein de choses pour la planète dans un contexte d'économie circulaire, de création d'emplois industriels dans les territoires, etc. Ma question, elle est juste par rapport à ce que vous avez dit. Vous dites, le premier point, c'est le leadership. Ça fait 50 ans qu'on le cherche, on ne le trouve pas. On l'a peut-être approché à un moment aux États-Unis avec Al Gore, à quelques voix près. Comment vous le voyez? Comment il peut se lever? C'est politique, c'est culturel, c'est intellectuel, voilà, comment on va y arriver? Parce qu'on n'a pas le choix. Merci pour accentuer le leadership, Bertrand. Moi, j'ai l'impression qu'un chef d'État ou un chef de gouvernement qui donnerait un but ambitieux, qui expliquerait pourquoi l'atteindre et comment l'atteindre, serait suivi par la population. Il y a l'exemple de Kennedy quand il dit j'aimerais qu'on soit dans moins de 10 ans sur la Lune, et on ne va le faire pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le système politique lui-même empêche ce leadership. Il y a une espèce de neutralisation, une espèce de stagnation. Personne n'ose sortir avec des grands projets parce qu'il faut être très court terme, on est jugé immédiatement. Et ça, honnêtement, je ne sais pas comment le résoudre. Je ne sais pas comment le résoudre. Et comme je ne sais pas comment le résoudre, au lieu de m'attaquer à ça, je m'attaque d'une autre manière au problème, en amenant des solutions, en parlant aux législateurs. Et je peux vous dire en première, on va l'annoncer lundi dans les médias, mais on a préparé, avec la Fondation Solar Impulse, 50 recommandations législatives pour les nouveaux députés, basées sur des solutions qui existent, où on leur dit, puisque une solution dans ce domaine existe et que c'est rentable, on vous propose telle modification législative. Et déployons-les. Et on va voir si ça marche. Ce sera une première tentative. Merci Bertrand pour ça. Merci. Juste... J'ai un métier frustrant, je porte un nom d'oiseau pour me faire traiter de tous les noms d'oiseaux, mais je suis obligé de leur demander maintenant le mot de conclusion parce qu'on a d'autres débats. Le mot de... Ouais, je sais, mais j'ai 14 mains là-bas et vous aurez le temps ensuite de venir les voir, pardonnez-moi pour ça. Ma dernière question sur le mot de conclusion pour chacun d'entre vous, on a bien entendu. Il y a juste une chose, qu'est-ce que je fais moi au quotidien? Je vous écoute parce qu'on gueule tous sur les politiques, et il y a certainement des raisons, on gueule tous sur tous les autres, mais en attendant, pendant le confinement, je voulais protéger la planète, mais on a encore plus consommé sur Amazon, on a encore plus consommé sur plein de choses justes, etc. Donc en gros, on a toujours l'impression que les efforts doivent commencer, mais chez les autres. On va manifester dans la rue pour le climat et quand vous passez à la fin de la manifestation, la rue est pourrie de déchets, de canettes, de gens qui ont jeté, etc. Donc l'effort, c'est les autres. Je donne des leçons. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas donner des leçons, mais incarner vraiment la solution au quotidien? Ce sera mon mot de conclusion. Votre mot de conclusion, pardon. Allez-y. Céline est partie. Je rebondis sur l'exemple de la marque dont il ne faut pas citer le nom. Je pense qu'on peut se questionner au quotidien sur le travail humain et les ressources matérielles qu'on consomme. Et essayer de réduire cette consommation. On a des postes de consommation et de production qui sont énormes. 20% des Français ne prennent pas l'avion, donc le problème c'est les autres. Probablement nous ici dans cette salle. Donc on a des exemples de consommation qui sont dangereuses en termes de conséquences. On peut réduire ça. On se rend très bien compte qu'on est, et Bertrand Picard l'a beaucoup dit aussi, dans une économie du gaspillage et de la surconsommation. Commençons par réduire ça. On peut boycotter certaines pratiques de consommation, certaines marques, et à terme réduire aussi ces secteurs-là. Merci Céline. Loïs, votre mot de conclusion pour répondre à cela. Qu'est-ce que je fais moi en face de vous aujourd'hui? Oui, alors j'aimerais commencer par répondre à la question en la hackant, c'est-à-dire que je pense que malheureusement, ça ne sera pas vous tout seul ou toute seule qui vont réussir à faire advenir cette société écologique dont on a tous envie, même si ce n'est pas forcément exactement la même. Maintenant qu'une fois ça c'est dit, chacun d'entre nous a quand même des marges de manœuvre plus ou moins grandes dans leur vie, dans leurs espaces, et je pense que l'une des manières de contribuer à cette société écologique, de son point de vue personnel, c'est d'une part d'essayer de chérir des moments de beauté, de belles choses qui sont des moments qui ne sont pas forcément des moments pécuniers. C'est-à-dire, une balade en forêt, ça peut être très beau, si on a la chance de pouvoir le faire. Ça ne coûte rien, ou peut-être y aller. Et c'est quelque chose qu'on peut apprendre tous et toutes à chérir. Ça peut être aussi le bruit des oiseaux qu'on peut entendre quelque part. Maintenant...
Oh waouh, vous le faites vachement bien. C'est super impressionnant. Je m'appelle Rossignol, je savais Vous pas pouvez skier, continuer. Quand donc je dis la deuxième chose que je veux dire, et ça c'est pour les personnes qui ont aussi un peu plus de temps et de capacité à le faire, c'est de se renseigner et d'essayer de savoir ce que l'on fait. Concrètement, l'action que vous faites, que ce soit une consommation, un repas, un déplacement, essayez de savoir si cette action a un impact positif sur vous, vos proches et la société, ou si au contraire, ça a un impact négatif. Souvent, ce ne sera pas clair. Merci Loïs. Et quand c'est pas clair, c'est qu'il y a un loup. Merci beaucoup. Gabin, votre mot de conclusion rapide, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible. Et merci pour ça. Alors, pour donner un petit programme de remise en question écologique, pour devenir un bon élève, je pense qu'il y a 3 points essentiels. D'abord, comprendre les enjeux. C'est la première étape et ce qui me semble le plus important. S'y intéresser. Voilà. À la fois comprendre les enjeux et la gravité de la situation, mais aussi comprendre quelle est notre part de responsabilité, notamment par notre consommation, etc. Je pense que se responsabiliser, c'est la première des choses. Ensuite, tendre, comme le disaient mes confrères et consoeurs, à une sobriété heureuse, voilà, en renouant avec un temps de qualité et pas forcément en étant toujours dans la quantité et en passant des moments ou du moins en consommant des produits qui sont peu qualitatifs ou des moments. Et enfin, une fois qu'on a fait ce travail préliminaire, agir politiquement. Alors bien sûr, tout le monde n'a pas besoin d'aller faire des manifestations climat où on jette des canettes, mais tout du moins se questionner sur quel est notre rôle en tant qu'électeur et en tant que citoyen pour s'investir dans nos sociétés. Merci beaucoup Gabin de ce partage. Bertrand, le mot de la fin pour les 33 dernières secondes. Il y a une chose qui m'a beaucoup interpellé et beaucoup intéressé dans ce débat, c'est la différence entre l'environnementalisme et l'écologie. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, l'écologie, c'était protéger l'environnement. Et je vois que ça n'a pas la même définition partout. Et la question, c'est vraiment de savoir si on veut un changement profond de société sous tous ses aspects de fonctionnement. Et ça, il semble que ce soit le projet écologiste, ou en tout cas comme celui décrit par Loïs et par Céline, ou si on veut protéger l'environnement sans toucher à l'entier du système, et en se disant comment on peut utiliser ce qui marche dans notre monde pour le faire évoluer d'une manière qui protège l'environnement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer dans le fonctionnement de toute notre société, c'est sûr. Je pense qu'on est très loin de l'optimum. Et je pense qu'il faut arriver peut-être à ce que vous prônez. Mais on n'y arrivera pas rapidement. Et comme la notion du temps nous rappelle systématiquement que si on n'agit pas urgemment, le problème va augmenter davantage que le rythme de nos actions, eh bien, moi je pars de l'avis qu'il vaut mieux aller au plus urgent d'abord pour résoudre le grand problème et éteindre l'incendie. Et une fois que le problème de l'incendie est passé, à ce moment-là, on regarde comment on peut faire mieux ailleurs. Donc, pour revenir à cette notion du temps qui est le thème de la Cité de la Réussite cette année, en utilisant les termes d'aujourd'hui, faisons de l'environnement d'abord, et une fois que ça aura marché, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra faire l'écologie comme prôné par Loïs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Ils étaient vos invités, on les applaudit, s'il vous plaît. Gabin, Bertrand, Céline et Loïs. Merci. Et permettez-moi de vous demander à chaque fois d'associer celles et ceux qui en coulisses font l'énorme travail de nous réunir. D'abord les étudiants qui ont travaillé, les équipes formidables de la Cité et les équipes techniques au son, à la vidéo, à la lumière là-haut. Merci beaucoup à tous.